pour bien tenir dans les horaires, je vous propose de commencer. Et donc d'accueillir Florence Bonnevet, qui connaît MapNmatch depuis très longtemps, dans la mesure où je crois qu'elle fait partie des premiers rounds de certification, puisque si je ne me trompe pas, tu es certifiée depuis 2018. Et ce qu'on trouvait intéressant, d'abord, Florence, après une expérience de 25 ans dans la banque, où elle a été manager d'équipe, y compris même membre du COMEX d'une des divisions de BNP, donc a été manager, a eu ses enjeux de prise en main d'équipe. Elle a développé en 2018, fin 2017, depuis 2018, une activité à l'essence qui accompagne justement des enjeux de transformation des dirigeants et des managers sur la prise en main des équipes. Et la spécificité d'Alessence, c'est d'avoir cet accompagnement sur mesure, on dit un peu holistique, qui est à la fois dans le conseil, la facilitation et le coaching. Merci, Margot. J'espère que tout le monde entend la conférence et si jamais vous avez des soucis de son ou de connexion, dites-le dans le chat. Donc, effectivement, MapNmatch, on s'est rencontrés en 2017. C'était les tout débuts de MapNmatch. Moi, j'ai été séduite par ce qui m'a permis de comprendre que finalement, il y avait des solutions pour mieux se comprendre et mieux comprendre son métier. Donc, je me suis certifiée très rapidement et j'ai souvent utilisé MapNmatch dans les accompagnements que je mets en œuvre. Bon, alors il paraît qu'on n'entend pas, donc on va réessayer. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Oui? Oui, c'est beaucoup mieux. Moi, je vais parler plus fort en m'allongeant un peu, donc ça a été un peu moins pour les photos, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est ça pour dire que moi, MapNmatch, ça a été un vrai coup de cœur en 2017, parce que j'ai compris, et j'ai surtout pu mettre des mots et des images sur moi, mes talents, qui j'étais, et puis aussi comment est-ce qu'on engageait une équipe. Et donc, depuis 2018, j'accompagne des équipes avec MapNmatch au service de la performance. C'est pour ça que quand Margot m'a parlé d'onboarding, je me suis dit, voilà une très bonne idée, parce que tout est au commencement. Margot, je te laisse la parole pour parler de MapNmatch. Alors, juste quelques mots sur MapNmatch, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Nous, on décrit toujours MapNmatch comme une solution, parce qu'il y a bien les deux facettes de la solution, c'est-à-dire l'outil et la méthodologie et l'approche qui permettent d'accélérer la performance, à la fois quand on parle de performance individuelle, collective ou organisationnelle. Alors, la spécificité, c'est effectivement d'aller révéler par un algorithme ce profil des talents du plaisir de faire, qui sont vraiment les appétences, ce ne sont pas des compétences. Les compétences, la performance, elle vient en fait de la complémentarité. Et donc, ces profils individuels sont consolidés dans des profils collectifs, comme on le voit à droite, pour permettre à des managers, et donc à vous consultants, d'accompagner des managers à comprendre quelles sont les forces, mais également les points d'attention que le manager va devoir adresser pour atteindre ses enjeux. C'est pour ça qu'on parle de notre métier, aligner le plaisir, la recherche de sens avec les objectifs et les enjeux de l'entreprise. Voilà en quelques mots MapNmatch. Peut-être que, voilà, le temps que Florence démarre, on vous propose un petit sondage pour voir comment est-ce que vous définiriez l'arrivée d'un manager. Alors, on fait ça live. Alors, est-ce que l'arrivée d'un manager, pour vous, c'est plutôt une opportunité de changer les règles du jeu, ou est-ce que c'est un ralentissement dans la feuille de route de l'équipe, parce qu'on est déjà parti dans la dynamique, ou est-ce que c'est aussi un besoin pour tous de trouver ses marques? Vous me direz, ça pourrait être potentiellement les trois à la fois. Alors, l'arrivée d'un manager, ça dépend. C'est-à-dire que l'arrivée d'un manager, ça peut être dans un contexte de crise, ça peut être une création de poste, ça peut être reprendre quelque chose parce qu'il y a eu un départ. Donc, il y a différents contextes. Il y a différents contextes, mais à chaque fois, moi, ma conviction, c'est que tout est au commencement. C'est essentiel que ça démarre bien, parce que pour rattraper la mayonnaise, sinon, c'est très compliqué.
Alors, si on regarde le sondage, dans la salle, ce que vous nous dites, c'est pour 64%, c'est surtout une opportunité de changer les règles du jeu. Et puis, c'est aussi un besoin de trouver ses marques. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun des participants ne pense que c'est un ralentissement dans la feuille de route de l'équipe. Je pense que c'est surtout une opportunité aussi. Il faut toujours voir le bon côté. Et c'est essentiel d'avoir ça en tête. Si on prend un peu de recul, onboarder ou intégrer un manager dans l'entreprise, c'est d'abord intégrer un collaborateur. Sauf si, même si c'est le directeur général, le plus important, c'est de penser que c'est d'abord une personne qui intègre une entreprise. Une personne qui intègre l'entreprise, c'est en moyenne 6 à 8 mois avant d'être complètement dedans, opérationnel et productif dans son poste. En général, ça c'est une étude de Parlons RH. Et l'onboarding, c'est la période clé. La moitié des collaborateurs qui ont été bien onboardés resteront plus de 3 ans dans l'entreprise. En revanche, un salarié sur 2 pourra songer à quitter l'entreprise au cours de la période d'essai si ça ne se passe pas bien. Donc, c'est vraiment le moment essentiel. 45% des démissions dans les 6 premiers mois. Autrefois, pour les gens qui ont un peu des cheveux gris comme moi, les gens restaient. Aujourd'hui, les gens se disent on n'a pas de temps à perdre, la vie est trop courte, il y a plein d'opportunités et je ne vais pas faire du vieux os. Donc, si ça ne se passe pas bien les 6 premiers mois, les 3 premiers mois, c'est la catastrophe. Le collaborateur, le manager ne va pas rester. Il faut vraiment s'en souvenir. Il faut soigner le début pour tous les collaborateurs, mais particulièrement pour les managers. Et là, on se met dans les chaussures du manager comme collaborateur. Alors, après ça, qu'est-ce qui est important à nouveau pour le collaborateur et quels sont les risques? Les risques, c'est qu'est-ce qui va se passer? Si j'intègre mal le manager, on a dit que si au bout de ça ne se passait pas bien, dans les 6 mois, il est parti. Ou alors, dans les 6 mois, si ça s'est mal passé, on l'a viré, donc ce n'est pas terrible avant la fin de la période d'essai. Si ça ne se passe pas bien pour l'équipe, ce qui va se passer, il y a des risques de turnover. Il y a des risques de turnover, et puis si on ne trouve pas ces marques rapidement, il y a un trou d'air dans la performance collective, le temps de comprendre quel est le jeu qu'on veut avoir sur le terrain. Et puis parce qu'il y a un trou d'air, parce que ça ne marche pas, on n'atteindra pas les objectifs. Donc évidemment, c'est clé d'intégrer correctement le manager et d'intégrer le manager dans le temps, c'est-à-dire rapidement. Alors, ne soyons pas négatifs, soyons positifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien? Alors, regardons ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, alors ça, désolé, c'est nos slides. C'est là, c'est toi. D'accord. Donc, pour que ça se passe bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord intégrer le manager en tant que collaborateur. Vous vous souvenez, le manager, c'est un collaborateur et puis le poste, c'est un manager. Alors, en tant que collaborateur, première chose, il faut absolument que la personne comprenne 3 dimensions essentielles. Quelle est mon organisation? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne dans la boîte? Quel est mon poste? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et puis, avec qui je le fais? Quelles sont les personnes? Et on a donc une dimension organisationnelle et structurelle et une dimension relationnelle avec les collaborateurs et les collègues. Ça, c'est standard, on dirait, pour les nouveaux collaborateurs. Si je regarde un cran plus loin, à savoir, en tant que manager, qu'est-ce qui se passe? En tant que manager, qu'est-ce que je vais vouloir faire? En tant que manager, pour réussir, il y a 7 clés pour réussir ces 100 jours. 7 clés essentielles. La première, c'est comprendre le terrain, évaluer la situation. La seconde, c'est construire l'équipage pour avancer. C'est donc établir ses appuis en termes de personnes. Et puis après, il va falloir livrer, trouver des quick wins mesurables et mobiliser les équipes pour que tout de suite, il y ait une dynamique qui fasse qu'il se passe des choses. Mettre en place un suivi et une mesure pour pouvoir parler de ses succès, pour savoir exactement ce qui se passe, mettre en place des baromètres. Adapter les structures de l'organisation des personnes avant de lancer de grands chantiers si on a une large équipe. Communiquer simplement, directement et de façon soutenue. Ça, c'est essentiel. J'aurais envie de dire communiquer, communiquer, communiquer. Et puis asseoir son leadership pour être reconnu aussi bien par ses équipes, par ses pairs et par son senior management. Tout ça, c'est donc 7 clés, non pas 7 étapes, mais 7 choses qu'il faut garder en tête. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 dimensions essentielles. Évaluer la situation et établir ses appuis. Imaginez que vous arriviez quelque part, en terre inconnue, et qu'on vous donne une mission. La première chose que vous allez faire, c'est comprendre le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis?
qu'est-ce qui se passe? Je suis dans quel endroit? Si jamais, quand j'arrive, je ne comprends pas ce qui se passe et que j'emmène la culture de mon entreprise précédente, moi, manager, ou bien si moi, un manager qui intègre un nouveau collaborateur, je ne lui donne pas les clés de l'organisation, ça va mal se passer. C'est Peter Drucker qui disait que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Comprendre la stratégie de l'entreprise, c'est essentiel, mais comprendre la culture, ce qui est en train de se jouer, l'explicite, l'implicite, qu'est-ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit, quels sont les enjeux qui sont posés, puis les enjeux cachés, c'est indispensable, parce que sinon on va tirer à côté, on va arriver avec sa culture précédente, ou bien le manager qu'on intègre va arriver avec sa culture précédente. Une fois encore, soit je suis le manager du manager, soit je suis le manager. Si tout ça n'est pas posé de manière claire, ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer et le rôle du manager qui arrive, c'est d'essayer d'investiguer, de comprendre, de faire du lien avec des gens, d'aller voir ce qui se passe, d'aller regarder ce qui se passe. Et de comprendre ça. Ça, c'est évaluer la situation. Mais évaluer la situation, ce n'est pas que l'entreprise et sa culture, c'est aussi savoir moi qui je suis dans cette situation. Et moi, le manager, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Ouais. C'est en fait qui je suis. Quels sont mes moteurs et mon style de management? On va dire que, grossièrement, il y a deux types de managers ou des managers qui peuvent avoir deux types de talents. Margot, tout à l'heure, vous a parlé de Map and Match qui permet de connaître nos plaisirs de faire, notre façon de nous engager, savoir ce qui nous motive. En tant que manager, c'est essentiel de comprendre qu'est-ce qui me motive. En tant que RH, c'est essentiel de comprendre ce qui motive le manager que je viens d'embaucher. En tant que manager du manager, c'est essentiel de comprendre comment il va manager son équipe. Donc, deux types de talents de management essentiels. Ce qu'on appelle un manager pilote, c'est le manager qui est en haut, qui regarde, qui organise un peu ses joueurs sur le terrain. Quels hommes et quelles femmes pour faire le projet, manager de projet ou manager d'équipe. Je regarde en haut et j'organise mon équipe, je la structure. Il y a un deuxième talent du management qui est essentiel, c'est ce qu'on va appeler un manager coach en proximité. C'est le manager qui est aux côtés de son équipe, il connaît les prénoms des enfants, il connaît les gens, il a envie de les faire grandir. Ce qui le motive, c'est vraiment que les collaborateurs progressent. Et un manager, ça peut avoir l'un ou l'autre de ses talents, voire les deux, ou bien alors ça peut manager par autre chose, par son expertise, par le fait qu'il est un référent, que les gens viennent le voir parce que c'est vraiment un puits de science en la matière quand il est question d'un domaine assez technique. Il faut comprendre qui on est, découvrir ses moteurs d'engagement et d'énergie, c'est connaître son style de management préféré. Quand je suis dans mon talent, j'ai de l'énergie, j'ai envie d'y aller. Quand je fais un truc que j'aime pas, j'ai pas envie d'y aller. Alors, on ne peut pas manager par qui on n'est pas. On ne peut pas changer son style de management profondément. Moi, ma conviction, c'est que on a un style et ce style, il faut vivre avec. Si je suis un styliste dans la mode, ben, je vais avoir mon style et on ne va pas pouvoir me faire aller dans un autre style et dans une autre maison de couture. Si je suis un sportif, si je veux gagner, c'est bien en m'appuyant sur mes forces et pas sur mes faiblesses. Et ben, c'est pareil, si je suis un manager, c'est sur mes forces qu'il faut m'appuyer. Donc d'abord, évaluer la situation, c'est se connaître soi, de même qu'il faut connaître son terrain. Et puis, il faut comprendre aussi avec qui je vais jouer cette partie. Et avec qui je vais jouer cette partie, ça va être comprendre mon équipe. Donc, si on utilise Map and Match, c'est faire le profil de ses collaborateurs de la même manière qu'on a fait son propre profil. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui leur permet de s'engager? Chacun d'entre eux. Parce que finalement, on est avec chaque personne avant d'être un collectif. Chacun, en quoi il est motivé? À quoi est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qui l'anime? Est-ce qu'il aime créer? Est-ce qu'il aime mettre en œuvre? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est dans le recul et dans le conseil? Ou bien il peut être les deux à la fois. Mais qui est-il et qu'est-ce qui le motive? Et si j'ai ce dialogue avec chacun des collaborateurs pour comprendre ce qui l'anime, ben j'aurai cette capacité de créer une relation avec chacun. Et de me dire, finalement, pour réaliser ces projets, avec qui j'ai envie d'y aller, par rapport à mes enjeux, qu'est-ce que ça fait comme sens? Ça, c'est pour chacun. Et puis finalement, si j'ai une équipe, cette équipe, elle va où? Elle fait quoi? C'est quoi ces moteurs d'engagement de cette équipe? Qu'est-ce qui va vraiment la faire avancer? Ou qu'est-ce qui ne va pas la faire avancer? Et quels vont être mes points d'attention? Si j'ai une équipe qui n'est pas créative, par exemple, et que je dois inventer de nouvelles solutions, ben, je vais peut-être avoir un problème de casting. Si j'ai une équipe qui n'est pas dans la mise en œuvre,
et qu'il va falloir mettre en œuvre des projets et réaliser un plan de vente, ça va être un point d'attention. Donc, comprendre par rapport à mon casting de collaborateurs, qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui ne les motive pas, ça va être franchement essentiel. Alors moi, j'avais une remarque, et ma remarque était à propos de la personne sur l'organisation, sur le fait d'évaluer la situation. L'onboarding de nouveaux collaborateurs dans une équipe peut aussi se passer dans des contextes de mobilité interne, où effectivement la culture d'entreprise, on la connaît. On connaît également l'organisation dans laquelle on évolue, mais ce n'est pas pour autant que l'évaluation de la situation est plus simple. Parce que, en fait, on se rend compte que cette culture d'entreprise, et je ne sais pas si toi, tu en as pu faire le constat, elle est différente d'équipe en équipe, de service en service. Et donc, plus le groupe est grand, plus cette partie de culture d'entreprise, en tout cas, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle était importante. Et voilà, donc ça, tu confirmes aussi? Oui, c'est la culture d'équipe. C'est-à-dire que, comme tu le disais, Margot, quand on vient du groupe, on connaît la culture générale, on connaît un certain nombre de choses, mais il ne faut pas se tromper, il faut comprendre ce qui est en train de se passer dans l'équipe. C'est la culture de l'équipe, c'est aussi ce qui s'est passé avant, parce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on va mettre en place dépend aussi de ce qui s'est passé avant, des succès, des échecs, d'avoir des retours d'expérience, de comprendre le terrain. Réinventer, c'est jamais à partir de rien, c'est réinventer à partir de ce qui existe, la culture, les acquis, les expériences positives et aussi les expériences négatives, parce que des échecs, on apprend énormément. Voilà. La remarque était effectivement, attention, même en mobilité interne, cette phase d'évaluation sur l'organisation et la compréhension de l'organisation est importante. L'autre point par rapport à cette page-là, là où nous sommes sur la stratégie, enfin voilà, moi en tant que manager, je prends en main cette équipe qu'on voit là à l'écran, je ne vois pas de décision et moi, manager, je n'aime pas décider. Donc derrière, qu'est-ce que toi, Florence, dans une situation comme ça, comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que le fait de prendre conscience de façon aussi objective et concrète du trou dans la raquette, nous on appelle ça les trous dans la raquette, dans le mapping de l'équipe, mais manque de bol, c'est aussi un trou dans ma raquette, dans mon profil, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors, ce que tu dis est fort intéressant, Margot. En effet, quand on regarde sur la droite du slide, qu'est-ce qu'on a? On a le profil de l'équipe. Le profil de l'équipe avec leurs talents, et on se rend compte qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le talent du décideur. Ça veut dire que spontanément, personne ne va avoir envie de décider, et dans cette équipe, on va se regarder, et quand ça va être compliqué, peut-être qu'on ne décidera pas. Il faut se poser la question de savoir si les décisions se prennent à notre niveau, et si on n'est pas une équipe relativement d'exécution, et au-dessus de nous, un manager qui décide. Ça, c'est une première possibilité. Il y a des équipes qui ont une marge de manœuvre très faible. La deuxième chose à faire quand on accompagne une équipe de cette nature, un manager de cette nature, c'est d'écrire un processus de décision. Parce que si je n'aime pas décider, ça veut dire que j'ai peur de la mauvaise décision. Et donc, plus ça va être bordé, mieux je vais y arriver. Et donc, collectivement, une équipe de cette nature ou un manager pas décideur qui n'a pas de décideur, on va lui dire, c'est quoi le processus de décision? Sur quels critères vous décidez? Comment vous mettez en place un processus pour vous assurer que les décisions sont prises? Autrement dit, qu'est-ce qu'on dit à propos des profils de talent? On dit, soit il y a un talent naturel dans l'équipe et on va pouvoir s'appuyer dessus. Soit il n'y a pas le talent naturel et à ce moment-là, il appartient au manager de mettre en place avec son équipe un processus qui va nous permettre de combler ce que tu appelles les trous dans la raquette, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas naturelles en termes de comportement dans cette équipe. Et la vision de ces profils et de ces situations va nous permettre de dire voilà les points d'attention qu'on doit avoir. C'est pour ça qu'on avait écrit optimiser la collaboration et identifier les points d'attention pour être sûr que c'est couvert. Parce que si je suis un patron d'équipe et que j'ai des décisions à prendre et qu'il n'y a pas de processus de décision, ça risque de tergiverser au risque d'avoir vraiment des difficultés au sein de cette entreprise ou de cette équipe. Voilà ce qu'on va faire. Et donc, en fait, si on prend les différentes étapes, très concrètement, il y a la première partie qui est l'évaluation, la prise de conscience de l'organisation.
donc l'évaluation de la situation d'un point de vue culture-organisation. Deuxième étape, c'est sur les enjeux humains qui passent d'abord en tant que manager collaborateur, c'est-à-dire le manager est un collaborateur comme les autres, donc vous lui faites faire son profil et son style managérial dans ce point-là. Un autre temps qui est le temps pour lui déjà de connaître chacun de ses collaborateurs et la prise en main de son équipe. Et le temps 3, c'est quoi alors, attends, on va reprendre. Premier temps, on fait le profil du manager, on comprend qui il est. Deuxième temps, on fait faire le profil à tous les collaborateurs. Le manager comprend chacun des collaborateurs et va les rencontrer individuellement pour créer du lien avec chacun. Et puis, on va faire le profil du collectif pour que le manager puisse comprendre la dynamique du collectif, ce qu'on vient de voir là. Et le troisième temps, si j'ose dire, c'est la mise en œuvre sur le terrain. Donc, à droite, vous voyez la photo d'une équipe que j'ai accompagnée en Russie, équipe du secteur industriel, où il y avait un nouveau manager qui venait d'arriver et qui voulait prendre son équipe en main. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On établit ses appuis avec l'équipe. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos diagnostics pour que chacun des membres de l'équipe puisse se connaître et connaître ses collègues, qu'ils puissent se relier et comprendre leurs différences et leur complémentarité. Le manager va ainsi pouvoir construire un collectif fondé sur des complémentarités de lui avec son collectif d'équipe, mais de chacun des membres de l'équipe entre eux, puisque les complémentarités, c'est un maillage qui n'est pas simplement le manager avec chacun des membres de son équipe, mais les membres de leur équipe entre eux. On va expérimenter sur le terrain la force du groupe et sa diversité, puisque quand on est ensemble et qu'on le voit et qu'on le parle, et là, vous voyez, les équipes, elles marchent même ensemble sur leurs talents, donc elles vont comprendre physiquement et géographiquement ce qui se passe. Elles vont pouvoir proposer des complémentarités, parce qu'elles se rendent compte que, par exemple, moi, je suis un créatif, mais je ne suis pas quelqu'un dans la mise en œuvre. Je vais aller chercher un de mes collègues qui est dans la mise en œuvre, et ensemble, on va pouvoir inventer les projets et les mettre en œuvre. Et puis, par rapport à la feuille de route du manager, par rapport à ses enjeux, on va pouvoir identifier le potentiel d'aller plus loin ensemble pour remplir ses objectifs. Et ça, c'est essentiel puisqu'on va pouvoir ressortir d'une journée de travail avec une feuille de route concrète qui correspond aux enjeux du manager, avec des affectations de tâches à l'équipe, avec des processus qui permettent de couvrir les dimensions où on se sent le moins fort, et puis chacun dans son meilleur rôle pour remplir les enjeux qui correspondent à ce qu'il aime faire et ce qui l'engage. À l'issue de tout ça, on a donc une équipe avec une feuille de route claire, avec normalement des collaborateurs engagés puisqu'ils sont dans ce qu'ils aiment faire, leur talent, et puis des processus qui couvrent ce qu'on n'aime pas faire. Et ça se passe plutôt vite. Ça se passe plutôt vite. Le résultat, c'est qu'en moyenne, sur un onboarding d'équipe, on va gagner souvent un mois. Par exemple, j'ai un client que j'accompagne dans le secteur pharmaceutique. On a un processus où chaque fois que quelqu'un prend une direction de site industriel, on fait ce process. On a souvent déjà le map and match du manager. D'ailleurs, on l'a nommé directeur de site parce qu'il a les talents du manager rouge manager. C'est pour ça qu'on l'a choisi. On va faire les profils de son équipe. Et dans le mois qui vient, on va mener un atelier d'engagement pour définir les enjeux, les trous dans la raquette. Le résultat, c'est que par rapport à leur processus classique d'onboarding, on gagne 1 à 2 mois. Autre exemple d'entreprise sur lequel on a travaillé, une entreprise dans laquelle on a une guerre des talents considérable, puisqu'on est dans un sujet de la cybersécurité, un secteur où il y a vraiment à peu près 10 offres d'emploi pour un collaborateur. L'idée, c'était que les managers soient tout de suite efficaces, managers qui va être en prise de poste, qu'ils connaissent un peu les collaborateurs, leurs talents, leur plaisir de faire, de sorte qu'à son arrivée, ils mettent chacun dans quelque chose qui l'anime pour que les collaborateurs restent. Parce que si, quand le nouveau manager arrive, les collaborateurs ne sont pas placés dans ce qui les anime et ce qu'ils ont envie de faire, on a un risque de départ. Donc, ça améliore à la fois l'engagement et la rétention des collaborateurs en mettant chacun à sa meilleure place. Et puis, de fait, si chacun est à sa meilleure place, on améliore la performance collective parce que chacun a envie de donner le meilleur de lui-même pour réaliser ses projets. Donc, 2 exemples de cas où l'arrivée de manager a été, soutenue. Ça s'est passé rapidement, tout est au commencement et on a placé chacun à la meilleure place pour délivrer ses projets. Effectivement, Florence, merci. Moi, ça fait un peu écho également à ce qu'un DRH nous avait fait part un jour
dans le secteur de la cosmétique d'un grand groupe et il m'exprimait, il me disait, je ne comprends pas, j'ai envoyé ce manager prendre en main cette filiale aux États-Unis, ça a été extraordinaire. Et la prise en main d'une autre filiale aux États-Unis dans un produit tout à fait de la même gamme, ça a été une catastrophe. Donc, effectivement, comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on a un manager qui réussit la prise en main d'une équipe une fois qu'il va la réussir à chaque fois. Et accélérer et gagner du temps, c'est un process qui permet justement de sécuriser et de faciliter, de pousser ces décisions de mobilité ou d'accélérer le onboarding post-recrutement. Alors, je vous propose à tous peut-être de réagir et de poser des questions. On va lancer un deuxième sondage. Alors, est-ce que vous êtes en train vous-même de préparer un onboarding? Soit vous-même, vous êtes onboardé quelque part, soit vous êtes RH et vous onboardez des collaborateurs, soit alors vous êtes manager et vous avez de nouvelles personnes dans vos équipes. Écoutez, notre réponse, c'est que l'on a la moitié des participants qui sont en train d'onboarder quelqu'un et l'autre moitié, pas vraiment, j'ai l'impression. Ouais, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers, oui. Ouais. Voilà. Est-ce que peut-être ceux qui ont dit oui pourraient poser des questions sur le chat en se disant, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare, ou sinon en attendant les premières questions de quoi vous avez envie en fait? Parce que là, on n'est pas très nombreux, on est quelques participants. C'est l'occasion d'avoir une vraie discussion sur vos sujets d'onboarding. En quoi ça vous parle, ce qu'on a évoqué là, et quelles seraient les questions que vous auriez, puisqu'on a été très bref sur cette méthodologie que moi je déploie depuis 5 ans dans les entreprises, 4 ans peut-être. Et puis, sinon, est-ce que vous auriez des retours d'expérience à partager? Pascal nous confirme l'intérêt de Map & Match pour l'onboarding. Pascal, est-ce que tu veux prendre la parole pour faire un retour d'expérience? Oui, bonjour. Nous travaillons, parce qu'on est plusieurs certifiés Map & Match sur différentes entreprises et 2 onboarding, dont un qui s'est quasi terminé. Donc, l'onboarding n'est pas terminé, mais en fait, c'est un choix d'un manager, d'un DG. Et Map & Match a mis l'accent sur effectivement l'équipe et la qualité qui serait nécessaire pour choisir le manager. Et ça a vraiment marché dans le sens que, a priori, le profil qui semblait être le mieux n'a pas été choisi suite à cette prise de conscience. Et tout le monde, en fait, est très, très satisfait parce que, en particulier l'équipe, qui a eu un retour assez positif parce que la personne qu'on allait choisir, donc que le directeur allait prendre, ne plaisait pas vraiment à l'équipe et on a évité un clash quasi certain en utilisant cette méthode. Donc, c'était même dans le cadre du recrutement. Oui, c'était plus dans un cadre de recrutement, mais c'est une préparation à l'onboarding. Si déjà on choisit le bon candidat, ou en tout cas, il y avait des indécisions et le Map & Match a été vraiment très probant sur le choix final. Et du coup, l'onboarding commence beaucoup mieux parce que le recrutement, comme c'était pour un COMEX, et donc tout le COMEX était pris en compte quand même dans le recrutement, c'était déjà une partie de l'onboarding. C'était déjà la préparation de comment on allait travailler ensemble, quel profil on va choisir et on était déjà dans les quick wins. Donc voilà, c'est pour dire que ça a vraiment été probant. Il y a une prise de conscience qui a été permise grâce à l'outil Map & Match, grâce à la méthode, pardon, Map & Match. Merci Pascal, je confirme que le casting, il est, comme on disait, tout est au commencement, le casting, il est essentiel. Donc, effectivement, utiliser Map & Match pour savoir quelle est la meilleure personne pour le rôle,
comme moi je vous le partageais dans le secteur pharma ou pour les managers de site, on utilise l'outil et pour les managers de projet et pour beaucoup d'autres postes aussi, c'est important, c'est essentiel et c'est essentiel aussi que dans la suite, en fait, on garde cette boussole en tête. Moi, je travaille avec un certain nombre de dirigeants qui ont la boussole Map and Match en tête et les onboarding se passent parce qu'il y a aussi cette culture commune de la création de valeur autour de cet outil, mais aussi du fait que si on permet à chacun de s'exprimer vraiment dans ce qu'il aime faire, on a à la fois des gens qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus efficaces, et puis on comprend aussi qui est chacun. Et comprendre qui est l'autre, c'est essentiel. Donc, ce que tu dis, Pascal, moi, ça me parle tout à fait, et je suis sûre que dans l'onboarding, le fait d'avoir interrogé aussi les équipes et trouvé quelqu'un qui leur correspondait, ça sera clé pour gagner du temps et pour réussir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Et moi, j'ai une autre affirmation, c'est que là, on accompagne dans un grand groupe dans le luxe, un manager qui prend possession de sa direction aux États-Unis. Et il y a les problèmes de culture d'entreprise, mais aussi de culture personnelle. Et Map and Match permet de mieux comprendre cette distance qu'il peut y avoir entre les cultures des personnes et du manager et de l'équipe, et parce que la manager ne vient pas des États-Unis, et ça aide et ça gagne énormément de temps. La manager avait pris son équipe et avait beaucoup de difficultés à se faire comprendre, et Map and Match a permis de poser les jalons et de mieux comprendre où étaient les difficultés. Et là encore, on a beaucoup gagné du temps dans cet accompagnement et pour aider le manager à mieux comprendre son équipe et donc du coup à rééquilibrer ses objectifs et son planning et tout ça. Et donc là, on est en pleine analyse pour l'instant. Super, j'espère que ça va continuer à marcher aussi bien, hein. Félicitations. Effectivement, il y avait quelqu'un qui disait, il mettait ça dans le cadre de l'arrivée d'un nouveau manager, mais c'était aussi dans le cadre des transformations. Il dit, le temps de changer, on ne ferme pas le magasin. Et donc, en gros, c'est le temps que le nouveau manager arrive et que tout le monde prenne ses marques. Il faut quand même continuer à réaliser ses objectifs, à réaliser ses enjeux. Et du coup, pour lui, tout ce qui permettait, et ça c'est vraiment un point de focus, aussi bien si vous êtes en interne ou si vous accompagnez ces onboarding, c'est l'importance de l'accélération de ces phases de transition, c'est-à-dire réduire au minimum l'impact négatif que peut emmener tout changement dans l'entreprise et dans l'équipe. Et c'est pour ça que la connaissance de soi, la connaissance de l'équipe et l'alignement de l'équipe par rapport à ces enjeux, c'est de l'accélération puissance 3. Est-ce que vous avez des questions? Parce que, Pascal, merci infiniment pour ton témoignage qui corrobore tout à fait ce qu'on vient de dire. Je vois que Sandra, qui est coach, est connectée. Sandra, est-ce que tu as des questions toi, par rapport à cette approche et par rapport à ton expérience d'accompagnement d'équipe, de création de business center? Est-ce que ça te parle? Oui, bonjour à tous. Oui, ça me parle complètement et je trouve ça génial. Je ne connaissais pas très bien cet outil, de voir qu'il y a quelque chose qui permet en fait de structurer, de concentrer de structurer la connaissance de soi, des autres, de manière à accélérer la construction du collectif, parce que la construction du collectif, c'est avant tout, dans le premier cadran que tu avais montré sur connaître son travail, l'organisation et la relation, c'est souvent la relation qui pêche. Et donc, je trouve que l'outil est un formidable accélérateur pour affiner les dynamiques de cette relation et accélérer les prises de conscience et donc les ajustements pour aller mettre les bons profils au bon endroit rapidement. Donc oui, ça me parle totalement. Mais ça ne m'étonne pas parce que Sandra, on se connaît depuis longtemps et elle a été une manager et une accompagnatrice de transformation. Et moi, tout comme toi, Sandra, en fait, moi, ce qui m'a frappé chez Map and Match, c'est que j'ai mis des mots et j'ai mis des photos, enfin des dessins et des couleurs sur des choses que j'avais un peu en tête, mais que je ne savais pas formaliser.
Et donc, la capacité de formalisation pour le manager et de compréhension, c'est vraiment essentiel, parce que comprendre, c'est essentiel, mais pouvoir en parler avec une cartographie qui permet de dire voilà ce qui se passe, voilà comment c'est, voilà où je suis, voilà qui je suis, en ayant le même langage, c'est essentiel. Construire un langage commun, c'est essentiel. Donc, c'est ça surtout la plus-value, c'est construire un langage commun de la performance et de ce qu'on aime faire et du plaisir de faire, et arrêter de s'auto-flageller. Parce qu'on a une vraie tendance à se dire, il faut vraiment faire ce truc-là, parce que c'est indispensable. Ouais, d'accord, mais peut-être que ce n'est pas moi qui sais le faire, c'est peut-être l'autre. Et si j'ai tendance à penser que ça doit être fait, certains des managers se disent, bon, ben, je vais le faire moi-même et tant pis. Peut-être que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est génial, qui le fera très, très bien. Et en plus, il adore le faire. Ça le motivera de lui déléguer. Alors que si je continue à le faire moi-même en me forçant, moi, ça va me faire perdre mon énergie. Et lui qui aime le faire, ben, peut-être que je vais le mettre sur quelque chose qu'il aime moins faire. Et peut-être que ça va le désengager et qu'il va partir. C'est aussi simple que ça. Pour compléter, Florence, je trouve que c'est un outil formidable, enfin, de ce que j'en vois, de mise en responsabilité de chacun au sein de l'équipe. Parce que, bonjour Florence, Sandra, pardon, décidément, moi, avec les prénoms. Non, par rapport à... il y a 2 points que je voulais revenir, puis parce qu'elle avait aussi une question, c'est que on est en train effectivement de compléter, d'adresser, de peaufiner, d'aller plus profond dans une relation, mais dans une relation de collaboration, pas dans une relation de relation. Et ça, c'est une grosse différence qu'il y a et que, voilà, qui pour nous est importante, c'est de dire, bah, si on se retrouve dans une équipe, c'est très bien qu'on aille prendre des bières ensemble, mais on est quand même là pour créer de la valeur dans un objectif d'enjeu. Et c'est cette relation de collaboration qui est de la responsabilité du manager de pouvoir activer. C'est pour ça qu'on va chercher le plaisir de faire et pas le savoir-être. Sans critiquer le savoir-être, mais c'est complémentaire et différent. On ira aussi prendre des bières. Hein. Ouais. Parce que honnêtement, le manager, s'il ne va pas prendre des bières ou des cafés ou des je ne sais pas quoi selon la culture de l'entreprise, ça ne marchera peut-être pas. Donc, il faut un peu les deux. Il faut les bières et le Mappen Match. Il y avait une question de Pascal, je crois. Oui, Pascal. Oui, alors en fait, c'est lié un peu à notre mission sur le manager qui va aux États-Unis. En fait, en appliquant l'outil, la méthodologie Map and Match à l'équipe, il faut savoir que ça a été assez mal perçu, en tout cas par une partie de l'équipe, comme un outil qui pouvait les mettre en balance suite à l'arrivée du nouveau manager, à l'arrivée des nouveaux objectifs, parce que là, on est dans un cadre où le manager arrive avec le nouveau patron et donc les nouveaux objectifs qui sont bien évidemment beaucoup plus lourds qu'avant, moins tranquilles. Et donc, la méthodologie Map and Match, la mise en place du profil n'a pas été aisée dans l'équipe parce qu'elle a été perçue par une partie de l'équipe comme une classification et un risque non négligeable de sortir de l'équipe par la suite suite à une manager. Donc, est-ce que vous avez, par votre expérience, une idée, une façon de présenter ça, même si on connaît la méthodologie, on a mis tout le décorum et toute la communication qui va avec sur l'intérêt, bien évidemment, de l'équipe, de connaître l'équipe et de gagner du temps et en efficacité et de mieux se connaître. Est-ce qu'il y aurait d'autres idées miracles? Moi, je dirais 2 choses. La première chose, c'est vraiment d'expliquer à chacun que tout le monde a des talents et que tous ces talents ont de la valeur pour créer un collectif. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est assez rapidement, après avoir fait ces talents qu'on a développés, etc., faire un atelier collaboratif dans lequel chacun peut s'exprimer avec ses talents et voir la valeur qu'il apporte au collectif. Si c'est un exercice qui est totalement livresque, ça ne marche pas tellement parce qu'on reste dans le monde de l'assessment. La plupart des outils dits d'assessment, on pose un diagnostic et on dit aux gens, vous êtes ça, vous n'êtes pas ça. Là, on va mettre en avant vraiment les forces de la personne, ses talents, et on va essayer de montrer qu'en utilisant davantage les talents, on peut aller plus loin dans le collectif au service de la performance. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est de valoriser le positif, et puis surtout de faire que si les gens, dans certains talents qu'ils n'ont pas,
se disent qu'ils se sentent un peu en insuffisance, mais il faut qu'ils trouvent des complémentaires pour livrer ensemble. Quand on crée la dynamique du collectif, ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a cette tradition de c'est un assessment, alors je ne vais pas être au niveau, je ne vais pas savoir faire. Et donc, il va y avoir une difficulté et les gens vont être méfiants. Et quand un nouveau manager arrive, de toute façon, les gens sont méfiants. Peut-être, Margot, tu veux compléter ce que je viens de dire? En fait, Pascal, je pense que le choix des mots est très important et donc la communication est très importante. La communication en amont doit comprendre plusieurs éléments. Le premier élément, ne jamais parler de test. C'est parler d'un questionnaire. Donc déjà, quand on va leur faire faire et leur découverte de profil, c'est à travers un questionnaire et pas un test. Un test qui fait quoi? Et à spécifier, il va révéler leurs appétences et pas leurs compétences. Et là, le petit mot qui dit, c'est pas parce qu'on aime faire quelque chose qu'on est compétent, et inversement, on peut être compétent dans ce qu'on n'aime pas faire, est important. C'est-à-dire que vraiment bien distinguer les appétences aux compétences. Et donc derrière, que nulle part, ce questionnaire et ce profil va leur permettre de juger, de la compétence d'une personne. Donc, premièrement, on ne parle pas de test, questionnaire. Deuxièmement, d'appétence, en faisant bien la distinction par rapport aux compétences. Et troisièmement, en expliquant que on va chercher le collectif. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une approche qui va permettre d'optimiser un fonctionnement de collectif, de mieux se connaître ensemble pour développer les complémentarités. C'est-à-dire d'insister dans la communication sur l'aspect collectif par rapport à l'individuel. Et normalement, en enlevant le mot test, en parlant d'appétence et en insistant sur du collectif, on brise, ou en tout cas, on ne fait pas naître ou on réduit ce risque de le nouveau manager qui arrive avec ses nouveaux outils et il va tout de suite nous mettre dans des catégories. Oui, j'entends et entièrement d'accord, effectivement, et la communication est vraiment la clé. Mais malgré ça, dans l'expérience qu'on a eue, nous, c'est que ça a été présenté en équipe avec tous ces mots et tout ça. Mais on s'est aperçu après que beaucoup de gens faisaient un frein et ne le remplissaient pas. Il a fallu les relancer 3 fois, certaines personnes, pour qu'ils fassent le test au bout de 3 semaines. Et parce que on a senti ce. Ils faisaient le test ou ils remplissaient le questionnaire? Alors, eux, ils remplissaient le questionnaire. Non, je rigole, je te charrie. Non, mais Je suis tombé dans le piège, désolé. juste, Pascal, pour te dire, moi, j'ai eu ça avec un collectif. Ah, j'entends pas, je suis désolé. J'ai eu ça avec un collectif il n'y a pas très longtemps. Ce qui se passe, c'est que souvent, évidemment, quand il y a un nouveau manager qui arrive, quoi qu'il se passe, les gens sont dans la méfiance. Oui. L'important, c'est dans les briefings de bien mettre en évidence le qu'il faut faire et la force de tout ça. Et cela permet, lors du débriefing, de, entre guillemets, calmer le jeu et amener un atelier collaboratif derrière dans lequel chacun peut exprimer son talent. Normalement, ça rassure vraiment les gens parce qu'ils se rendent compte que leur potentiel était peut-être inexploité et qu'on peut faire vachement plus que ce qu'on faisait avant. Mais c'est normal qu'il y ait une certaine méfiance quand il y a un nouveau manager. Et tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, ça va arriver. Et évidemment qu'ils ne vont pas vouloir, et évidemment qu'il faut les relancer, mais il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Et moi, ce que j'ai envie de te dire et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que globalement, à la fin du film, on y arrive. J'accompagne un collectif, ils ont fait 3000 types de tests, ils connaissent tout, ils étaient super sceptiques. Et même leur DRH qui disait, bah, je ne sais pas, ils ne vont pas aimer, il fait 3 trucs, ils en ont demandé, on est en train d'en refaire, parce qu'ils ont vu la différence sur le fait que l'engagement et le moteur d'énergie, ben, c'est ce qui anime les équipes et ce qui les fait avancer. Hein. Donc, il faut vraiment avancer sur mon moteur. Et, Oui, mais c'est vrai qu'au début, il y a de la méfiance, dans voilà. certains cas. Et aussi parce que peut-être qu'il s'est passé des choses à l'arrivée du précédent manager et qu'ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Il y a un vécu dans l'équipe ou dans l'entreprise qui est là, mais il faut réussir à passer outre. Et c'est vrai que parfois, au commencement, c'est difficile. C'est vrai, ça peut arriver, on ne peut pas le nier. L'idée, c'est derrière d'amener vraiment le positif de chacun et les appétences et l'idée d'être le plus dedans possible. Mais pour être positif, en fait, on est en cours de travail, là, d'accompagnement. Mais effectivement, l'aspect négatif, ça a été effacé avec les résultats qu'on commence à présenter. Et parce qu'effectivement, on parle d'abord d'équipe et pas d'individu.
Et les gens ont compris après, avec les débriefs individuels, l'intérêt de l'outil. C'était C'est ça avant. le principal, en fait. Parce qu'au Ah oui, début, tout de à fait. toute façon, tu vas peut-être avoir des gens qui ont un frein. Et puis, l'autre façon aussi, s'il y en a qui ne sont pas convaincus, c'est qu'une fois que tu as fait les premiers qui sont convaincus, eh ben, ils peuvent convaincre leurs collègues quand ils ont trouvé ça bien. C'est vrai. Parce que comment dire, les moteurs, ils sont plutôt des gens assez bavards. Certains types de profils, c'est des gens qui vont en parler volontiers et qui vont aider les autres à faire tomber leur résistance. C'est vrai. Mais c'est vrai comme que- tout. C'est Toute vrai que ça a nouveauté, aidé. il y a des gens qui l'adaptent tout de suite et puis il y a des gens qui mettent plus de temps à venir la chercher. C'est vrai que utiliser les moteurs est une aide parce que ça a aidé. Ben ouais. Les premiers. Ok. Peut-être on peut prendre une dernière question parce qu'il est déjà 12h15. Est-ce qu'il y aura une question De qui veut dans la salle? Voilà. Bon, je suis désolée, j'ai les doigts sensibles, j'arrive pas à faire dérouler les choses sans passer d'une slide à l'autre trop rapidement. Ou pas? Est-ce qu'il y a une question? Alors, moi j'ai peut-être, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est est-ce que, enfin, si je suis à la tournée en question, ce type d'application peut aussi être très pertinente dans le cadre d'une réorganisation où finalement l'enjeu, c'est pas tellement un nouveau manager, mais c'est la fusion, le rapprochement d'équipes pour justement créer recréer un collectif et notamment sur des réorganisations d'équipes qui sont très transversales. Est-ce que vous avez des exemples d'applications? Ben, complètement, Sandra. Moi, j'accompagne des équipes pour certaines depuis 3 ou 4 ans. Et effectivement, le sujet, c'est le casting. Le sujet chez casting est qui fait quoi. Et en fonction de ce que j'aime faire, mais si on me donne une mission ou un rôle qui correspond à ce que j'aime faire, je vais être plus efficace et plus engagée. Donc, quand je dois faire un casting d'équipe, c'est dire qui je prends pour quelle mission. Et puis, quand j'ai un collectif qui arrive, comment je le fais. Donc, bien sûr que ça sert à ça. Ça sert complètement à ça. Et ce que je te propose, si tu le veux, c'est qu'on s'en reparle à l'issue de ce webinaire quand tu veux. Parce que moi, j'ai pu constater depuis les 5 dernières années la force de la compréhension des talents du plaisir de faire. Et c'est pour ça que j'en parle avec autant d'enthousiasme, aussi volontiers aux côtés de Margot. Donc, bien sûr que ça peut servir à ça et à plein de choses. Et juste pour ajouter un point là, malheureusement Nadine n'est pas là, c'est une autre coach certifiée qui accompagne pas mal de transformations. Là, elle vient de finir l'accompagnement d'un CODIR nouvellement constitué post-fusion. Une société de 250 personnes qui fusionne avec une autre de 180, un CODIR de 7 qui passe à un CODIR de 14, je crois, ou 15. Donc, ce n'est plus un CODIR. Et donc, derrière, comment est-ce qu'on aide la gouvernance justement à structurer le nouveau CODIR et puis on aide les collaborateurs, enfin ces dirigeants, à également accepter de prendre un nouveau rôle par rapport au rôle passé. Et en fait, c'est comme ça que ça a été de l'accompagnement des dirigeants et de l'accompagnement de chacun des collaborateurs et des équipes nouvellement constituées. C'est vrai que très facilement et très concrètement, dans toute opération d'organisation de ce genre de sujet, alors moi j'en ai accompagné un certain nombre dans des groupes en croissance, mais on a fait aussi ça dans des équipes où les fonctions changeaient totalement parce que les activités étaient outsourcées à l'étranger. Dans tous ces contextes-là, finalement, dès qu'il y a de la conduite du changement, ça fait des choses. Parce que quand il y a de la conduite du changement, on doit changer de posture. Et donc, il faut comprendre ce qui se passe, quels sont les rôles et qu'est-ce qui est impacté. Donc, bien sûr que ces outils-là font du sens. Voilà, écoute Florence, merci infiniment. Juste pour conclure, il y a un mot qui me vient, c'était celui d'un de nos partenaires certifiés en Suisse qui ont présenté justement ce dispositif que Florence vous a illustré, New Manager, New Team. Et lui, justement, il dit oui, New Manager, New Team, mais souvent New Project. Donc, ouais. C'est les mêmes enjeux. Et merci beaucoup, Florence, et merci à vous d'avoir été là et de votre participation.